Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plus serré que prévu, c'est la seule chose dont nous sommes à peu près sûrs ce matin, alors que les bureaux de vote ferment progressivement aux États-Unis. Donald Trump salue des chiffres extraordinaires, mais la vague républicaine annoncée se fait attendre. On retrouve tout de suite Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Il n'y a pas, à l'heure où l'on se parle, de déferlante rouge, Alexis. Oui, exactement, même si le parti conservateur devrait s'emparer de la Chambre des représentants, sans doute avec une courte majorité. C'est en revanche toujours très serré pour le Sénat dans les États clés, même si il y a quelques instants, plusieurs chaînes américaines annoncent que les démocrates remportent un siège clé en Pennsylvanie, un siège de sénateur, un siège détenu jusque-là par le Parti républicain. Donc ça va permettre au Parti démocrate de perdre un autre siège dans un autre État. À noter donc quelques victoires de marque tout de même pour Donald Trump. Deux jeunes sénateurs adoubés par l'ancien président sont élus dans l'Ohio et en Caroline du Nord. Mais la grande victoire républicaine du soir, elle est en Floride. Ron DeSantis, réélu triomphalement gouverneur avec 20 points d'avance. Nous avons choisi l'éducation plutôt que l'endoctrinement. Nous avons choisi la loi et l'ordre plutôt que les émeutes. Nous n'avons pas seulement gagné l'élection, nous avons réécrit la carte politique. À côté républicain, c'est bien Ron DeSantis qui sort renforcé de cette nuit. Il sera vraisemblablement un rival encombrant pour Donald Trump en vue de l'investiture républicaine pour 2024. Alexis, coup d'œil sur la presse américaine ce matin. Comment elle regarde ses premiers résultats ? Alors pour le moment, il y a une grande prudence parce que les démocrates peuvent encore perdre les deux chambres du Congrès et cela bien sûr changerait le récit de ces élections. Mais pour le moment, les commentateurs saluent plutôt les bonnes performances démocrates dans des courses qui étaient serrées. La presse s'interroge tout de même peut-être que la campagne de Joe Biden finalement a fait les bons choix puisque si les démocrates perdent seulement la chambre d'une courte tête, cela n'aura rien à voir avec les très lourdes défaites de Bill Clinton, de Barack Obama ou de Donald Trump, défaites subies 2 ans après leur arrivée à la Maison-Blanche. Alexis Guilleux en direct des États-Unis. Retour en France, Agnès Pannier-Runacher est-elle impliquée dans un possible conflit d'intérêts ? Les révélations sèment le trouble dans la Macronie. La ministre de la Transition énergétique dénonce des allégations fausses et calomnieuses. Au départ, il y a cette enquête du média en ligne Disclose. Selon ce site, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher seraient associés à une société dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. C'est le père de la ministre, ex-dirigeant de l'entreprise pétrolière Perenco, qui aurait réalisé ce montage. Cette affaire embarrasse l'exécutif. Jacques Serret, le gouvernement en effet s'en serait bien passé. Oui, que ce soit au siège de Renaissance. Je vous propose tout simplement d'aller interroger la ministre sur ces faits. Je ne peux pas vous répondre. Ou à l'Assemblée. Mon avocat se tient à votre disposition pour éclaircir les différents points. Personne ne se bouscule dans la Macronie pour défendre la ministre de la Transition énergétique. Vous-même, Madame la Première ministre, pouvez-vous continuer à faire confiance à Madame Pannier-Runacher ? Et quand Elisabeth Borne monte au front face à la pression des députés... Alors je crois que nous sommes dans un hémicycle, pas dans un tribunal, Madame la Présidente. C'est pour mieux botter en touche. Si votre propos est de commenter des articles de presse, je vous dis que mon rôle n'est pas de commenter des articles de presse et que la ministre a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur Il faut dire qu'au sein même du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, APR, comme elle est surnommée, n'a pas que des amis, loin de là. Un de ses collègues, un ministre de poids balance, elle n'est pas en odeur de sainteté. Je ne la défendrai pas. Mais signe que le potentiel inflammable de ce dossier est pris au sérieux, APR s'est géré tout en haut, précise un ministre. Autrement dit, l'Élysée a pris la main pour tenter d'éteindre l'incendie. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui sur la base navale militaire de Toulon pour fixer le cap en matière de défense. Il dévoilera la future revue nationale stratégique, la RNS comme on l'appelle, servira de plateforme référence pour la future loi de programmation militaire. Tout cela dans un contexte particulier, celui de la guerre en Ukraine. William Molinier, on ne va pas tout détailler, mais ce document fait de la cyberdéfense une véritable ligne de force. La France veut devenir le leader mondial en la matière. Oui, pour la première fois, cette dimension apparaît comme un des objectifs prioritaires. La cyberdéfense doit infuser dans toute la société, pas uniquement au sein du ministère des Armées, soutient-on à l'Élysée. Le public comme le privé devront être en mesure de contrer les attaques informatiques venues de l'étranger. Nouveauté de cette édition 2022, la revue nationale stratégique introduit les notions de résilience et d'économie de guerre. La doctrine française en matière d'influence va aussi évoluer. Jusque-là, il s'agissait de repousser les stratégies hybrides de Moscou en Afrique francophone. Désormais,
Il faudra adopter une posture sinon offensive, du moins proactive, assume-t-on dans l'entourage du chef de l'État. Ce document entend construire un modèle d'armée complète, à la fois conserver la capacité de projection dans les opérations extérieures, tout en étant capable de faire face à un conflit de haute intensité entre deux États. Reste à connaître les moyens alloués pour parvenir à ces objectifs. L'Élysée coupe court, il n'y aura pas d'annonce budgétaire aujourd'hui. La loi de programmation militaire devant être débattue par les parlementaires d'ici à la fin de l'année. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1, et le chef de l'État profitera de ce déplacement à Toulon pour annoncer officiellement la fin de l'opération Barkhane au Sahel, 3 mois après le retrait des troupes françaises du Mali. Je vous le disais en titre, l'Italie engage le bras de fer avec la France autour d'un bateau chargé de migrants. L'Ocean Viking, c'est le nom de ce navire actuellement bloqué au large de l'Italie, et c'est là que les choses se compliquent entre Rome et Paris. Dimitri Vernet, premier coup de théâtre hier soir, la première ministre Giorgia Meloni remercie la France d'accueillir le bateau. Oui, nous voulons dire à quel point nous apprécions la décision de la France d'ouvrir ses portes au navire Ocean Viking. Voici le message de Giorgia Meloni publié dans un communiqué hier soir. Réponse de Paris, c'est un comportement inacceptable des autorités italiennes, contraire au droit de la mer. Car oui, selon cette réglementation, le navire Ocean Viking étant dans les eaux italiennes, c'est bien Rome qui doit le faire accoster. Réponse du berger à la bergère, Giorgia Meloni persiste et signe. Des citoyens nous ont demandé de défendre les frontières italiennes et ce gouvernement ne trahira pas sa parole. Une partie de ping-pong qui dure depuis des jours, déjà ce week-end. Le ministre italien de l'Intérieur demandait aux pays dont les bateaux battent pavillon d'accueillir eux-mêmes les migrants. L'Ocean Viking de SOS Méditerranée, par exemple, bat pavillon norvégien. Dimitri Vernet. Retour en France, le trafic promet d'être très perturbé demain dans les transports franciliens. La moitié des métros seront à l'arrêt. Forte perturbation également sur les RER A et B. Mouvement de grève de l'ensemble des syndicats pour obtenir des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. C'est l'événement de la soirée, en football bien sûr, et ce sera commenté en direct dans Europe 1 Sport. On va connaître, Dimitri, le nom des 23 joueurs appelés à disputer la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, émission spéciale en route pour la Coupe du Monde dès 20h autour de Lionel Rosso, Jean-François Pérez, Jacques Vendroux et des légendes des experts du foot, Giroud, Alain Roche, Alain Giresse, etc. seront tous là avec nous pour commenter cette liste. Alors combien seront-ils ? 23, 26 joueurs, on ne sait pas trop. Cette liste, elle ne tient pas sur une feuille, Cyril de la Morinerie, mais sur une clé USB. Oui, à l'intérieur de cette clé USB, un document encore secret contenant jusqu'à 26 noms. Une certitude, les champions du monde N'Golo Kanté et Pogba forfait ne vont pas y figurer. Quant au gardien Mike Maignan et le défenseur Presnel Kimpembe, toujours blessé, ils pourraient ne pas être appelés. En revanche, Mbappé, Griezmann ou encore Benjamin Pavard, ils seront du voyage. Didier Deschamps a tout intérêt à s'appuyer sur des joueurs d'expérience, explique la grande voix du service des sports d'Europe 1. Jacques Vendroux. Dans cette liste de ce soir, il faut impérativement qu'il y ait ce qu'on appelle des grands frères, des cadres. Hugo Lloris, il sera là, évidemment. Varane, c'est presque sûr. Benzema, j'y crois, dur comme fer, il doit être au Qatar. Et Olivier Giroud. Et à mon avis, avec ces 4 joueurs, il ne pourra rien nous arriver de grave. Mais attention, le ballon d'or Benzema vient d'être mis au repos par le Real Madrid en raison d'une gêne à la cuisse. Et puis il y a le cas Olivier Giroud. L'attaquant de 36 ans flambe avec le Milan AC. Mais Didier Deschamps reste sceptique sur sa capacité à rester remplaçant sans faire de vagues. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Et puis la route du Rhum aussi, en bref, ce départ, 14h15, la 12e édition cet après-midi à Saint-Malo. Nous y serons avec Martin Lange, notre reporter Europe 1 sur place à 7h30. Merci beaucoup Christophe Lamarre.